toutes, mesdames et messieurs, chers amis. On attaque la toute dernière séquence de cette journée et de ces 24 heures. Donc je suis très heureux de vous accueillir à cette séquence donc dite de clôture du sommet du Grand Paris sur le thème des excellences françaises, en présence de notre invité d'honneur, Monsieur Guy Savoy, qui est là et que vous allez entendre dans quelques minutes et qu'on peut applaudir. Voilà. Je vais parler de vous dans quelques minutes. Je veux associer à mes remerciements Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, Marc Cagnard, voilà. Marc Cagnard, le président de la Chambre des notaires de Paris, et Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, puisque voilà, tous ensemble, depuis maintenant 3 ans, nous unissons nos forces pour vous proposer un événement fédérateur, un événement qui nous permet de nous retrouver en cette rentrée, un événement qui commence le lundi soir avec le dîner des maires et qui s'achève 24 heures plus tard, c'est-à-dire maintenant, à l'issue d'une journée d'échange et de débat. C'est donc plus qu'un événement, c'est un marathon, et j'y reviendrai dans quelques instants. Je veux remercier les 2 partenaires de cette séquence de clôture, qui sont aussi partenaires donc, des acteurs du Grand Paris. Ardian, merci, chère Stéphanie Ben-Simon, d'être parmi nous, tu es là, merci beaucoup. Et la Caisse d'épargne d'Île-de-France, Pascal Chabot et Sébastien Devancé, merci à vous 3 parce que vous êtes les parrains de cette édition qui nous permettent, nous aussi les acteurs du Grand Paris, d'être partie prenante de cette aventure collective. Et puis, à mes côtés, le bureau de notre association sans lequel rien ne serait possible, puisque c'est ensemble, collectivement, que nous présidons en fait aux destinées jour après jour d'une association qui compte aujourd'hui dans le paysage de la métropole francilienne. Pourquoi cette association compte-t-elle ? Enfin, plutôt comment ? Quelles en sont les illustrations au-delà de ce que nous proposons pour les membres de notre association ? Au titre de ma présidence des acteurs du Grand Paris, le président Patrick Ollier m'a fait l'honneur de me nommer au sein du conseil de développement de la métropole pour contribuer à ces travaux. Le vice-président du conseil régional d'Île-de-France, Jean-Philippe Dugoin-Clément, a saisi notre association il y a quelques jours pour nourrir les réflexions amont quant à la réalisation du SDRIF qui va être proposé par la région Île-de-France. Le premier maire adjoint de la ville de Paris, Emmanuel Grégoire, et son adjointe, Pénélope Comitès, ont confirmé l'engagement de la mairie de Paris dans notre association. Et vous le voyez, non seulement les grandes collectivités d'Île-de-France font appel et s'engagent dans notre association, mais tous sont membres de notre association et participent régulièrement à nos travaux qui sont maintenant depuis 11 ans déjà placés sous le signe assumé des coopérations publiques-privées pour aider ce projet du Grand Paris à vivre, à se réaliser. Le tout, en fait, en ligne de mire, nous le gardons toujours à l'esprit, c'est le service que nous devons aux habitants et l'amélioration de la qualité de vie dans notre ville. Nous sommes donc aujourd'hui, je le disais au Sénat, mais je le redis ce soir parce que c'est quand même vraiment quelque chose de très important pour une association comme la nôtre, nous sommes donc aujourd'hui ce que nous rêvions d'être il y a 10 ans, c'est-à-dire une institution autonome, connectée à son environnement, qui relie ses acteurs, qui relie et qui aide toutes les bonnes volontés, publiques et privées, à travailler au service de l'intérêt public. Métro, boulot, dodo, beau, écolo sont les mots-clés qui ont rythmé nos travaux tout au long de cette journée et même de ces 24 heures. Je n'en ferai pas la synthèse, les débats ont été très riches. J'ai une petite habitude que je partage avec vous, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours le réflexe de faire, c'est d'aller voir les replays. Et c'est très intéressant d'aller sur le site de la Tribune, de voir les replays, parce que ça permet de bien se poser, de bien entendre, de reprendre des notes, de se réimprégner des échanges. Ça permet parfois aussi de passer quelques longueurs, mais en tout cas, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Voilà. Et donc, je ne ferai pas de synthèse, mais je veux quand même partager avec vous 5 enjeux qui, à notre sens, aux acteurs du Grand Paris, sont des balises importantes qui doivent guider notre action dans les prochaines semaines et les prochains mois. Tout d'abord, maintenir la dynamique collective et de coopération du Grand Paris. C'est fondamental. Plus que jamais, les collectivités locales, les entreprises, les institutions et l'État doivent conforter leur vision commune, doivent réaffirmer les objectifs qu'ils partagent et les moyens qu'ils souhaitent mettre en commun pour y parvenir. Le Grand Paris
c'est ça, c'est une vision qui nous dépasse et qui fait qu'on met au pot commun les moyens de parvenir aux objectifs. Et c'est bien l'inverse de l'Île-de-France d'avant le Grand Paris, qui vivait chapelle avec chapelle, côte à côte, et qui en fait n'avait pas grand-chose à partager. Le Grand Paris, c'est d'abord une addition de force dans le cadre d'une vision commune. Le deuxième enjeu qui nous semble majeur, c'est que nous devons collectivement faire en sorte que l'État continue à souffler et continue de gonfler les voiles de la dynamique grand-parisienne, une dynamique qui a été impulsée, vous le savez, par le président Sarkozy, mais qui ensuite a perduré, une dynamique qui perdure. Et je le disais au Palais du Luxembourg au mois de juillet, c'est une dynamique qui peut être fragile. Et je pense que nous avons besoin de l'État pour être notre grand coordinateur. Depuis Philippe Auguste jusqu'au général de Gaulle, en passant par Napoléon III, on sait le rôle central du chef de l'État dans la transformation de la région capitale. C'est absolument décisif. Et je ne parle pas d'organisation institutionnelle, vous le savez, nous n'en avons jamais parlé dans notre association, mais cette puissance de l'État est absolument indispensable pour réaliser ce que nous défendons depuis 11 ans, le Grand Paris, des projets. Troisième enjeu majeur, le Grand Paris du logement. C'est ma marotte depuis des années. J'ai travaillé beaucoup sur les transports publics, vous le savez, à la Société du Grand Paris pendant 10 ans. Mais je suis un ardent défenseur de l'idée selon laquelle il faut aller beaucoup plus vite sur le logement en Île-de-France. Ce chiffre de la Fondation Abbé Pierre est sidérant. 1,2 million d'habitants en Île-de-France sont mal logés. Ce sont des centaines de milliers de logements qui manquent dans notre région. Et on a le sentiment que, au fond, les objectifs de la loi Grand Paris, qui fixe 70 000 logements de plus par an pendant au moins 10 ans, mais il sait qu'il en faudra au moins 20, sont très très loin d'être atteints. Et que finalement, il y a une forme de désintéressement. C'est vraiment majeur de renouer avec cet objectif, de le garder en ligne de mire. Et ensemble, peut-être nous aurons un rôle à jouer pour essayer de savoir comment on peut les atteindre, comment collectivement, peut-être dans le cadre du SDRIF, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Quatrième point, nous devons permettre aux métropoles françaises de bénéficier des leviers de développement adaptés. C'est un point un peu technique, mais qui a une importance absolument capitale. On a aujourd'hui le recul pour savoir que la Société du Grand Paris, qui est une forme d'ovni institutionnel aujourd'hui, puisque c'est un modèle de société de projet unique en France, qui bénéficie de fiscalité affectée et qui bénéficie de la capacité à lever de la dette, le tout n'ayant qu'un seul objet, matin, midi et soir, financer, concevoir, réaliser le nouveau métro du Grand Paris. On voit que c'est un modèle qui marche extrêmement bien. Les métropoles de France ont besoin de se développer et elles ont besoin de sortir des carcans, des schémas, des contrats de plan État-région, dont on sait bien que la régulation financière et budgétaire compte davantage que la régulation technique. Le président de la Société du Grand Paris rappelait un point capital ce matin. Il a fallu une centaine d'années pour livrer le réseau de métro tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il faudra 20 ans, seulement 20 ans, pour livrer le Grand Paris Express, qui est équivalent en kilométrage au métro existant. 68 nouvelles gares. Ce seront autant de points d'appui pour la transformation urbaine de la métropole dans les mois et les années qui viennent. Donc, voilà, faire en sorte que ce modèle se duplique au service des collectivités locales sur nos territoires. Nicolas Sarkozy le disait ici il y a 2 ans, réalisant le Grand Paris ici, nous rêvons dans le même temps d'un grand Marseille, d'un grand Lyon, d'un grand Lille. Et c'est parce que nous sommes en crise qu'il faut le faire. C'est indispensable pour nous armer et pour ouvrir de nouvelles opportunités. Vous le savez, il avait fait sensation avec cette phrase très importante, je la fais mienne à mon tour et je pense qu'elle résume parfaitement bien pourquoi il faut investir en période de crise. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent. Enjeu décisif, c'est le 5e et le dernier, réussir enfin et très vite la transformation énergétique de notre région. Nous en parlons depuis 10 ans et on voit finalement quand même peu de lignes qui bougent. Je sais que des études montrent qu'il faut des centaines de milliards d'euros pour des centaines de milliers d'habitats dégradés dans notre région. Et on le voit, l'écologie à ce sujet, c'est d'abord et avant tout un humanisme. C'est-à-dire que ça consiste à donner simplement un cadre de vie digne à des dizaines de milliers d'habitants. Et on le voit d'ailleurs, les enjeux nous permettent de conjuguer la modernisation des habitats, les investissements, l'écologie, la protection de l'environnement. Nous préférons les additions aux soustractions. Il y aurait encore beaucoup à dire en matière d'éducation, de culture, de diversité, d'inclusion. Les débats d'aujourd'hui ont abordé un certain nombre de ces thèmes.
Je vous invite, pour aller un petit peu plus loin que le propos que je pourrais tenir, à vous procurer dans l'accueil le magazine Vert, la 4e édition du magazine des acteurs du Grand Paris, qui aborde plein de choses que je n'arriverai pas à vous dire ce soir, évidemment. C'est la Bible de tous ceux qui veulent à peu près tout savoir sur le projet du Grand Paris sans jamais avoir osé le demander. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a quelques semaines, j'ai eu le plaisir, l'honneur de partager votre table, cher Guy Savoy. Nous avons à cette occasion longuement échangé sur des enjeux d'alimentation, des enjeux d'agriculture, sur les trésors français et les terroirs du Grand Paris, sur ce qui fait l'attractivité de notre pays. Vous me disiez alors, la France n'a pas les berlines allemandes, mais elle a des vins, des spiritueux, des fromages, des viandes. Elle a le meilleur d'elle-même à l'export, c'est-à-dire l'art de vivre à la française. J'ai donc contacté Nathalie Ellal, voix bien connue des auditeurs de Radio France, et nous avons convenu tous ensemble de vous proposer cette séquence sur l'excellence, le Grand Paris de toutes les excellences françaises. Pour coller donc au thème de cette séquence que je vais ouvrir maintenant, eh bien je vais renoncer à mon traditionnel haut les cœurs de fin de discours pour une sentence bourguignonne qu'un ami qui m'est très cher prononce à la fin de chaque introduction de tous les repas. Bon appétit et large soif, je vous remercie. Bonsoir à tous. Alors, faut-il encore présenter Guy Savoy ? Moi, je pourrais vous dire qu'il a une carrière et une longévité incroyable, fantastique dans les étoiles, que son restaurant du 11 quai Conti, dans l'hôtel de la Monnaie, a été élu une nouvelle fois, la 5e fois, meilleur restaurant du monde en 2022, ce qui n'est pas rien, croyez-moi. Je pourrais aussi vous renvoyer à sa fiche Wikipédia. Alors là, vous saurez absolument tout, ou presque tout, sur Guy Savoy, son enfance, toute sa biographie, toutes les données, toutes les étoiles, toutes les récompenses, les légions d'honneur. Mais vous ne saurez peut-être pas l'essentiel. Et moi, l'essentiel, j'ai eu la chance d'y goûter, assise à la table du chef dans sa cuisine. Et je peux vous assurer que les émotions que j'y ai ressenties, eh bien, c'était ça, l'essence, la quintessence pour moi de la gastronomie française et de la gastronomie de ce Grand Paris que nous aimons tant. Donc, Guy Savoy, comme vous êtes un amoureux de la capitale et à votre façon un acteur à part entière de ce Grand Paris qui nous réunit ce soir, j'ai décidé de vous cuisiner un peu. Merci, chère Nathalie, déjà pour cette présentation. Je voulais rappeler à tout le monde que le vrai discours du cuisinier, et vous l'avez très bien rappelé, c'est dans l'assiette. Donc voilà, je vous encourage donc tous à venir goûter le vrai discours dans l'assiette. Alors je commence à vous cuisiner. Allons-y. Quelle est votre définition du Grand Paris ? Mais le Grand Paris, je vais reprendre un cliché, c'est que Paris ne s'est pas fait en un jour. Et on a la chance d'avoir ces siècles d'histoire, bien sûr, remplis du talent des hommes et des femmes, de leur sensibilité, qui ont fait ce socle incroyable que la planète entière nous envie. Et quel serait votre Grand Paris idéal ? Le rêve. Mon Grand Paris idéal serait, je crois, il faudrait qu'on trouve la recette pour... Vous êtes le spécialiste pour les recettes. Ouais, hein. Pour comme faire une ode à l'excellence, parce que je pense qu'on a tous les ingrédients pour l'excellence, mais il faut absolument rendre cette excellence contagieuse, parce que on est encore un peu timoré sur ce qui fait, je dirais, la singularité de notre pays et ce qui fait rêver la plupart des étrangers qui viennent chez nous. Et j'ai parfois l'impression que nos concitoyens n'ont pas le même rêve, peut-être parce que les choses, ils les ont à portée de main ou sous le nez. Donc voilà. Donc j'aimerais que cette excellence soit diffusée, soit contagieuse et devienne pandémique.
Vous êtes né, Guy Savoie, à Nevers, vous avez grandi à Bourgoin-Jallieu, mais vous êtes quand même un chef profondément parisien. Et qu'est-ce qui représente le mieux pour vous cette typicité parisienne ? Je crois qu'on a la chance à Paris, justement, lorsqu'on vient de région, lorsqu'on est dans une région. Moi, j'ai grandi dans le Dauphiné, enfin, Rhône-Alpes, et on a notre culture locale, on a nos produits locaux. Dans une région où la nature est très généreuse, tous les produits sont de qualité exceptionnelle. Et grâce au savoir-faire, on a aussi le résultat de ces produits est exceptionnel. Mais la chance qu'on a à Paris, c'est qu'on a on va dire, la compilation de toutes les régions. Et Paris a sa propre... Il y a un vrai goût. Oui, Paris a sa propre identité, bien sûr, mais cette identité est aussi nourrie par toutes les régions. Donc moi, j'ai la chance de profiter de toutes les régions de France en étant à Paris. Et puis aussi la naissance des restaurants. Oui, c'était la naissance des restaurants. Paris, la naissance des pâtisseries, enfin de tous les lieux de métier de bouche, parce qu'il y avait un nombre suffisant d'habitants pour pouvoir faire tourner ces lieux. Comment est-ce que vous mettez à l'honneur au quotidien, dans votre cuisine, tous ces circuits courts du Grand Paris? Est-ce que vous avez des exemples à nous donner? Écoutez, je crois que le premier exemple, et je vais un exemple tout bête, puisqu'on le trouve sur les toits de Paris, c'est le miel. Oui. Donc on a du miel sur un grand nombre de toits à Paris, et c'est vrai que moi j'ai eu, les ruches au-dessus du 11 quai de Conti, malheureusement n'existent plus. Mais faut en remettre. Mais absolument. Mais j'étais fier d'utiliser les 120 kilos de miel que donnaient ces ruches. Alors on avait les desserts qui tournaient autour du miel. Mais bon, si on dépasse un peu le cadre de Paris, il suffit d'aller pas très loin. Quand vous décollez d'Orly, vous verrez qu'au bout des pistes d'Orly, il y a des maraîchers, qu'il y a des vergers à Orgeval, qu'il y a une volonté aujourd'hui. Il y a toute la filière du porc avec le francilin, un porc qui est élevé à nourriture à base de lin. En fait, il y a une prise de conscience que tous les agriculteurs, tous les éleveurs, en proche région parisienne, savent que s'ils ne font pas une très très grande qualité, ils n'auront pas de débouchés pour leurs produits. Il y a le cresson aussi. Le cresson, oui, les champignons, voilà, qu'est-ce qu'on a vu? Les pêches maintenant. Je vous parlerai plus des. La téton de Vénus de Montreuil. La téton de Vénus de Montreuil, voilà, déjà on est dans un érotisme torride. Non, mais on a tout autour de Paris des richesses, à la fois bien sûr culturelles et puis des richesses agricoles. Et moi, je sais que depuis des années, dès le printemps, je travaille avec mes maraîchers qui sont autour de Paris. Ça veut dire que dès le printemps, il y a des maraîchers qui franchissent les portes de l'Hôtel de la Monnaie pour vous livrer des produits merveilleux. Absolument. Ou alors on va les chercher dans les pavillons des maraîchers à Rungis. Enfin bon, on a la chance d'avoir ce circuit très très court. À 2 pas de vos cuisines. Alors Guy, nous venons d'évoquer donc ces magnifiques produits, quelques-uns de ces magnifiques produits issus des circuits courts. Est-ce que derrière ces produits, il y a aussi une conjonction de savoir-faire uniques et historiques qui sont vraiment concentrés dans le bassin parisien? Oui, je crois que c'est en plus l'ADN de la France. Qu'est-ce qui fait que nous sommes le pays de la gastronomie? C'est que avec cette situation géographique qui fait que la nature est généreuse, cette profusion et diversité de produits a déclenché chez les hommes et chez les femmes des métiers de transformation. Donc tous ces savoir-faire, en fait, ont magnifié les produits. Je pense bien sûr à la pâtisserie, à la boulangerie, à la charcuterie, enfin, à tout ce qui fait la richesse de la gastronomie. Tous les pays du monde ont une cuisine. Nous sommes le seul pays à avoir une gastronomie parce qu'elle réunit tout ce qui peut se déguster, que ce soit des vins, des fromages, en fait, des légumes, des volailles, tout ce qui fait la richesse et la singularité de cette gastronomie. Elle est associée bien sûr à la nature, au talent des hommes et des femmes,
à leur don d'observation, parce que ce n'était pas évident de déterminer qu'on allait avoir cette fameuse pêche aux portes de Paris, ou alors un peu plus loin dans la Bresse, qu'une race de volaille allait s'adapter à un terroir bien particulier pour faire la volaille de Bresse, la reine des volailles, ou qu'un seul cépage, le chardonnay, allait donner en Bourgogne toute cette diversité de vins qui sont uniques au monde. Donc ça, c'est vraiment bien sûr la nature, mais le talent et je dirais les dons d'observation des hommes qui ont fait évoluer. Et partout ailleurs, on peut faire des choses technologiques. Je pense surtout au vin, aux techniques. Chez nous, il y a cette patte, il y a cette sensibilité du vigneron que l'on retrouve. Et les gens ne s'y trompent. Enfin, nos amis étrangers ne s'y trompent pas, puisqu'on exporte à peu près pour 13 milliards d'euros de vins et spiritueux. Alors ce chiffre va peut-être vous surprendre, oui, parce que jamais personne n'en parle. Et si on arrive à exporter autant de vins et spiritueux, c'est que des touristes étrangers sont venus les goûter chez nous et ont eu envie de les retrouver chez eux après. Donc tout ça, toute cette singularité-là touche la planète entière. Et il faut bien sûr le défendre, il faut bien sûr en parler, c'est pour ça que j'ai accepté de venir ce soir, et de prendre conscience de l'importance. Vous parliez à l'instant de l'observation. Alors ça tombe bien parce que vous sortez très prochainement un tout nouvel ouvrage, Le geste et la manière. C'est le titre de ce nouveau livre qui sort donc début octobre aux éditions du Cherche Midi. Donc est-ce que ce sont des valeurs que vous véhiculez, que vous appliquez au quotidien, ces gestes, ces manières de faire, vous les transmettez également à vos équipes ? Bien sûr que la transmission est importante. C'est au fil des siècles qu'on est arrivé à peaufiner tous ces savoir-faire. Et c'est vrai que l'idée de ce livre, en fait, il est parti à partir de ces deux périodes de confinement. Et je voulais en fait raconter un peu mes états d'âme pendant ces deux périodes de confinement. C'était dur pour vous. Et puis, oui, c'était dur pour tout le monde. Et en fait, le livre, un peu après, a évolué au fil du temps, parce qu'on ne peut pas toujours vivre dans le drame de ces confinements. Donc j'ai voulu après quelques pages sur le confinement, vraiment raconter tout ce qui fait, encore une fois, la spécificité des gestes de ceux qui ont un savoir-faire. Je pense à tous les artisans de la terre et de la mer, éleveurs, cultivateurs, enfin tout ce qui touche à la terre et à la mer. Et après, tous ces métiers qui sont directement reliés à la production, je le répète, les boulangers, les charcutiers, les fromagers, en fait, les viticulteurs, tout ce qui fait la richesse de ce pays. Ces gestes, ces manières de faire, en quoi sont-ils spécifiques de votre vie à Paris ? Est-ce qu'il y a à Paris des techniques qu'on apprend qu'ici, clairement, Guy Savoy ? Alors, je ne sais pas s'il y a des techniques qu'on ne prend qu'à Paris. Je crois que les gestes du cuisinier, pour parler de mon métier, ils sont les mêmes partout. Et s'ils ne sont pas justes, si les gestes ne sont pas précis, on se coupe, on se brûle, on se salit. Donc, on apprend très vite. Et voilà. Donc, Problème de micro pour Monsieur Savoy. Batterie ? Batterie. Non, c'est bon, ça y est, ça revient. C'est bon, ça revient. Voilà. Oui, on était sur les gestes. sur les gestes. Parisiens ou pas, les gestes restent les mêmes. Bon, oui. Moi j'ai la chance de faire un métier où, dans un monde de plus en plus virtuel, on est en permanence dans le concret. Le concret des produits qui arrivent le matin, qu'on peut sous-peser, qu'on peut toucher, qu'on peut apprécier, la consistance d'un ventre de poisson ou la finesse d'une peau de volaille ou tout ça. Et après, tous ces produits qui nous arrivent, on les transforme, on leur donne une seconde vie. Ils sont bruts et on les transforme. Voilà, on les transforme, parfois juste quelques secondes pour des filets de rouget, et de l'autre côté de la cloison, des convives les dégustent. On ne peut pas être plus concret, et puis plus unité de temps, de lieu et d'action. Tout se passe sur le même site, et tout ça, c'est quelque chose d'important pour des jeunes. Moi, je vois les jeunes que l'on reçoit chez nous, qui sont souvent un peu rebelles sur les choses scolaires. Je l'ai été, donc je ne peux pas les blâmer. Et
ce qui les attire dans notre métier, justement, c'est cette réalité, ce concret en permanence qui est valorisant, parce que sous l'action du cuisinier, enfin, vous avez votre poisson devant vous, votre volaille ou vos légumes, et vous allez les transformer pour les faire passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Et de l'autre côté de la cloison, vous avez des gens qui gestent intimes, parce que la dégustation, bon, il faut ingérer. Donc moi je trouve que le fait de déguster est un geste très, très, très intime, et il faut une confiance totale envers les cuisiniers pour justement déguster. Mais de l'autre côté de la cloison, il y a aussi l'œil du grand Guy Savoie qui observe ses convives, ses hôtes en train de se régaler. Ça, je l'ai vu. Alors, dans le cadre de votre métier, Guy, vous êtes chaque jour au contact de touristes de nationalités très différentes, et tous repartent d'ailleurs émerveillés de votre restaurant. Selon vous, pour quelles raisons Paris et le Grand Paris demeurent-ils attractifs et même fascinants pour les touristes ? Pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Je veux dire, quand on a la chance d'être à Paris ou dans la région, et quand on voit toutes les richesses, quand on va depuis l'architecture, la culture, tous ces savoir-faire, tout cet artisanat, le luxe aussi, parce que le luxe, souvent le luxe a toujours une image avec consonance, pas argent, fric. En amont du luxe, c'est beaucoup de savoir-faire. C'est beaucoup d'artisans qui travaillent pour faire tel ou tel sac, telle ou telle montre, ou tel ou tel vêtement. Donc là aussi, je crois qu'il faudrait qu'on explique un peu plus à nos contemporains que c'est important. Alors même si ça ne nous fait pas tous rêver, ça fait rêver un grand nombre de personnes sur la planète. Et un touriste, c'est quoi ? Un touriste, c'est quelqu'un qui choisit de venir chez nous, qui vient donc dépenser son argent, donc assurer un pan de l'économie. Je crois que ça représente entre 7 et 10% du PIB. Et ensuite, ce touriste, il va rentrer chez lui. On ne lui paiera jamais son chômage, on ne lui paiera jamais sa retraite, on ne lui remboursera pas ses frais de maladie. Et lorsqu'il va rentrer chez lui, s'il a été séduit par l'art de vivre à la française, par nos produits, il voudra retrouver les vins qu'il a bu en France, il voudra retrouver les fromages qu'il a mangés en France, il voudra retrouver peut-être de la vaisselle qu'il a vue sur les tables des restaurants. Et voilà, tout ça. Et je trouve qu'on est un peu timoré on se gargarise. Bon, on est paraît-il, le premier pays touristique au monde, mais je crois que beaucoup de gens qui ne font que traverser le pays sont comptabilisés. Alors, ce que je suggère, puisqu'on va parler du Grand Paris, il faut enfin créer un vrai ministère du tourisme. Ah. Et pour que ce soit un symbole fort, il faut peut-être le mettre dans une aile du château de Versailles. Et à ce moment-là, on aura vraiment un geste fort vers le tourisme et puis tous ces métiers du tourisme. Et la gastronomie. La gastronomie est bien sûr l'un des ingrédients du tourisme. Et surtout, tout ça, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et ça fait en plus des emplois, lorsque vous parlez de tourisme, ça fait des emplois qui sont en permanence dans les contacts humains, qui sont en permanence dans la volonté de faire plaisir. Et c'est pour ça, on revient à la transmission. Il faut vraiment que les jeunes pensent à tous ces métiers du tourisme, car ils sont très, 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 très valorisants. Alors pour conclure, Guy, vous êtes un amoureux de l'excellence à la française, on l'a compris, elle transpire dans votre cuisine, dans vos gestes et dans vos propos. Comment est-ce qu'on pourrait encore améliorer ce Grand Paris dans cette quête de l'excellence qui est la vôtre ? Eh bien, qu'on rende, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on rende l'excellence très contagieuse et qu'on assiste la pandémie de l'excellence. Et qu'on assiste à la pandémie de l'excellence, absolument. Ce sera le mot de la soirée. Ce sera le mot de la fin, FAIM. Voilà. Merci beaucoup, Guy Savoie. Merci à tous. Merci. Je propose de laisser maintenant la parole à Monsieur Jean-Christophe Tortora. Bonne soirée à tous. Écoutez, c'est difficile quand même de succéder à Guy Savoie, donc tout simplement merci en tous les cas pour ces 24 heures. Ça a été un marathon, Thomas l'a dit. Marc Cagnard, merci de se joindre à nous avec Thomas. Tatiana, merci de te joindre également
à l'équipe. En tout cas, nous, on était très heureux de ce marathon. Je trouve que vous avez bonne mine, malgré le peu d'heures que nous avons dormi. Et en tout cas, que cette contagion, justement, qu'amène Guy Savoy, je pense qu'on a besoin aussi de cette contagion d'optimisme, d'engagement, de volonté pour notre Grand Paris à tous. Et donc, merci à vous tous, vous avez été formidables et ça nous donne envie de vous retrouver l'année prochaine.